Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de cette édition, campagne agir contre les inégalités lancée par la coalition des organisations de la société civile ce mercredi 23 septembre à Ouagadougou. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur CVK. Pour les échéances électorales de novembre prochain, la coalition des organisations de la société civile lance une campagne intitulée « Agir contre les inégalités ». Cette campagne vise à contribuer à la réduction des inégalités par la prise de décision politique. Dans ce sens, le concept a été présenté aux hommes et femmes de médias ce mercredi. Delphine Banissi et Jonas Tondé pour plus de détails. Contribuer à réduire les inégalités entre hommes et femmes, nantis ou non, par la prise de décisions politiques inclusives, c'est l'objectif principal de cette campagne intitulée « Agir contre les inégalités » portée par une trentaine d'organisations de la société civile réunies en une coalition. Cette campagne s'étend sur la période pré-électorale, électorale et post-électorale. La coalition compte à travers ses plaidoyers influencer les candidats aux élections présidentielles afin de prendre un engagement public sur le phénomène. Notre coalition d'organisations de la société civile et d'ONG, réunie autour du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, du balai citoyen, de la Confédération paysanne du Faso et de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, avec le soutien de Oxfam au Burkina Faso, s'est engagée dans une campagne de plaidoyer pour réduire ces inégalités dans notre pays. Cette campagne vise à influencer les candidats à l'élection présidentielle de novembre 2020 à travers un engagement public à réduire les inégalités une fois qu'ils sont élus. Ces élections devraient être une opportunité pour les candidats, en liste bien sûr aux élections présidentielles, d'adresser ces inégalités criardes et persistantes qui résultent de notre point de vue d'une succession de choix politiques à l'efficacité mitigée et qui plombe les efforts de notre lutte contre la pauvreté et ne favorise pas toujours le bien-être des populations. L'éducation, le système de santé, la politique fiscale sont entre autres les domaines dans lesquels la coalition attend voir un changement. À cet effet, elle dit avoir déjà approché quelques candidats qui devraient se prêter très bientôt à un exercice de signature d'engagement public. En tant qu'organisation de la société civile, c'est notre rôle aussi de porter le message et de dire à nos frères, aux communautés qui sont à la base, qu'elles ont des droits, elles doivent les connaître, elles doivent les revendiquer. Et les revendiquer aussi, c'est de s'assurer que ces droits-là sont contenus dans l'offre politique. Voilà. Il ne s'agira pas de se contenter de manger du riz gras ou de prendre des t-shirts, même quand bien même c'est proscrit par l'actuelle disposition légale. Mais les communautés doivent comprendre que si des gens veulent prendre la magistrature suprême, il faut que leur offre intègre aussi les préoccupations de santé, les préoccupations d'éducation, d'environnement. Selon le rapport 2019 de Oxfam, au Burkina Faso, 20% des aisés concentrent 44% des revenus du pays, tandis que 80% de la population se disputent les 56 restants. Ceci est déjà l'une des plus grandes inégalités qu'il faut réduire selon la coalition Agir contre les inégalités. Traditionnel Conseil des ministres ce mercredi 23 septembre sous la présidence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour. Le compte-rendu du porte-parole avec Antoinette Bénon et Gédéon Tepsamba. Notre Conseil des ministres est tenu aujourd'hui donc sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Nous avons donc eu des dossiers de fond, nous avons eu des communications orales, nous avons eu des nominations en conseil d'administration et des nominations dans les fonctions individuelles. Et au titre du ministère donc, des Affaires étrangères, nous avons adopté un décret portant autorisation de ratification des accords de coopération signés entre notre pays, le Burkina Faso, et la République de Turquie.
Il s'agit donc de 4 protocoles d'accord de coopération, respectivement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'éducation et du tourisme. Nous avons également, au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, adopté donc un projet d'ordonnance, donc c'est désormais une ordonnance portant autorisation de ratification de la convention de crédit numéro donc 1320 signée le 18 juin 2020 entre notre pays, le Burkina Faso, et l'Agence française de développement, l'AFD, pour le financement du programme YELEN. Je voudrais rappeler les objectifs du programme YELEN. C'est le développement de la production photovoltaïque sur les réseaux d'électricité du Burkina et faciliter donc l'intégration de cette production dans le cadre de la distribution du réseau Sonabel. C'est également la densification et l'alimentation et l'amélioration de l'accès à l'électricité à travers donc les réseaux Sonabel. Et le troisième point important, c'est le développement d'un modèle d'électrification rurale s'appuyant sur la génération solaire. Le ministre des Infrastructures donc a informé le Conseil du lancement des travaux de modernisation des péages routiers du Burkina Faso. Il s'agit essentiellement de construire 3 péages qui vont donc débuter le 29 septembre 2020. Le lancement se ferait à côté d'Ougou, vers Bobo-Dioulasso. Ça va être un poste de péage de 9 voies, mais les 2 autres qui seront construits dans ce premier lot-là, c'est celui de Tentilou plutôt, sur la sortie de Ouagadougou. Ceux qui prennent la route de Bobo le savent. Ça va être un poste avec 13 voies d'accès. Et puis à Bourtenga, sortie de Fada, également un poste avec 13 voies d'accès. Je voudrais m'arrêter donc sur un dernier dossier important, donc, c'est celui du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il s'agit donc de l'adoption d'un rapport relatif à l'étude de révision du schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga. Donc il s'agit d'avoir une organisation polycentrique qui va se faire sur 12 points, à savoir donc des zones d'urbanisation future, une technopole, 2 pôles d'activité économique, 3 pôles industriels que sont Tanguenda, Souri, Koubri et Kosodo, 2 pôles agro-pastoraux, à savoir Koubri et Lumbila, un pôle sportif à Komsilga, des zones naturelles et agricoles, des zones de réhabilitation et de densification. Là, il s'agit essentiellement de nos anciens quartiers de Ouagadougou, et également des zones d'écoculture. Ça va intéresser directement le ministre en charge du tourisme. Il s'agit des barrages, des abords des barrages de Ouagadougou, et des zones de sécurité et de défense. Vous savez que le projet aujourd'hui vise à sortir les camps militaires de la ville. Donc nous avons Koubri, Lumbila, Konki-Pala, Pabré et Saba. Donc, l'adoption de ce rapport-là met donc en œuvre un certain nombre de décrets qui doivent permettre la mise en œuvre de ce schéma révisé-là. Et dans l'actualité hors de chez nous, l'Europe doit-elle suivre la stratégie suédoise face à la Covid-19? Alors que l'Europe fait face à un rebond épidémique, la Suède reste jusqu'à présent relativement épargnée par une seconde vague avec l'un des taux de contamination les plus bas du continent. Dans les rues paisibles de Stockholm, la menace du Covid-19 passe relativement inaperçue. Les habitants de la capitale suédoise n'ont pas abandonné leur routine. Magasins, restaurants, écoles sont restés ouverts durant toute la crise sanitaire. Et les masques sont peu visibles. La stratégie suédoise intrigue, voire choque, mais la plupart des Suédois que nous avons rencontrés estiment que le confinement ici n'aurait pas fonctionné. Avec un confinement, nous aurions eu des problèmes économiques, dit cette femme. Les gens n'auraient pas pu payer leur loyer, leurs factures, ils auraient déprimé. De nombreux pays constatent aujourd'hui qu'aucun confinement total n'a réellement fonctionné. La Suède n'a pas confiné sa population, mais a recommandé la distanciation sociale, le travail à domicile et interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Et les habitants semblent suivre les recommandations. Je pense que la plupart des gens essayent de garder les distances. On le voit à la façon de marcher sur les trottoirs, les gens essayent de s'éviter, on essaye de prendre soin les uns des autres. Depuis le début de la pandémie, la Suède recense près de 90 000 cas de contamination au Covid-19 et plus de 5 000 décès, des chiffres nettement plus élevés que ses voisins scandinaves, Danemark, Norvège et Finlande.
Mais le nombre de morts par habitant en Suède reste en dessous d'autres pays européens comme l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni ou la Belgique, qui ont pourtant imposé des mesures de restriction bien plus strictes. La stratégie suédoise sans confinement était-elle la bonne ? Nous avons rencontré l'architecte de cette politique sanitaire. Ce n'est pas une maladie dont nous allons nous débarrasser. Nous devons la maintenir à un niveau gérable pour notre système hospitalier. À l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de cas. Les établissements de soins de longue durée sont plutôt épargnés. Le niveau de propagation du coronavirus reste donc pour l'heure acceptable. On est dans l'attente d'un vaccin qui, espérons-le, nous permettra de sortir de cette crise. Mais pour ceux qui sont confrontés à la maladie, la Suède ne devrait pas crier victoire trop vite. Les autorités auraient dû nous dire plus rapidement à quel point la menace était sérieuse. Emma fait partie de la catégorie dite des longs transporteurs. Elle a été diagnostiquée positive au Covid-19 il y a 6 mois. Cela fait 6 mois que vous êtes malade. Oui. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous ? Eh bien, les deux principaux symptômes durables pour moi ont été une augmentation du pouls et des difficultés respiratoires. Aujourd'hui, je vais plutôt bien. Marcher comme nous l'avons fait ensemble n'aurait pas été possible lors d'une mauvaise journée. J'aurais dû m'arrêter régulièrement pour reprendre ma respiration. Dans cette lutte contre le coronavirus, la Suède s'en sort peut-être mieux que d'autres, mais le pays scandinave ne sortira pas indemne de cette crise. Proposition de la Commission européenne pour un nouveau pacte sur la migration. Avec sa nouvelle stratégie, la présidente de l'institution espère sortir de l'impasse politique dans laquelle sont bloqués les États membres depuis plusieurs années. L'incendie du camp de réfugiés de Moria est un tournant en matière de politique migratoire, assure la Commission européenne. La présidente de l'institution a présenté mercredi son nouveau pacte sur la migration et l'asile pour améliorer les procédures et reconstruire la confiance entre les États membres. La Commission propose de construire à partir des différentes situations géographiques, des différentes capacités et selon les choix des États membres, mais aussi en prenant en compte la pression différente à nos frontières. La question n'est pas de savoir si les États membres doivent soutenir la solidarité et les contributions, mais comment ils peuvent apporter leur soutien. Moria est un rappel tragique, nous devons trouver des solutions durables et nous devons tous intensifier nos efforts. Cette stratégie comprend des mesures comme la mise en place de standards dans l'analyse des demandes d'asile, en matière de protection des frontières, mais aussi concernant les procédures de renvoi. Des partenariats seront conclus avec des pays tiers, ainsi que la désignation d'un nouveau coordinateur. Certains États membres ont besoin des migrants économiques pour répondre aux besoins sur leur marché du travail. La Commission compte aussi proposer un plan d'intégration pour les années à venir. Des cheveux contre la pollution marine, c'est l'initiative d'un coiffeur solidaire et écolo qui consiste à recycler les cheveux coupés pour absorber les résidus d'hydrocarbures en mer. Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question que deviennent les cheveux coupés chez le coiffeur. La plupart du temps, ils finissent à la poubelle. Mais ce coiffeur installé près de Marseille a eu une idée. Il s'est souvenu que lors de la marée noire de l'Amoco Cadiz en 1978, les Bretons avaient utilisé des cheveux pour absorber le pétrole qui se déversait sur les côtes. C'est une des qualités du cheveu, il est lipophile, donc il absorbe les hydrocarbures. C'est-à-dire que les hydrocarbures se collent dessus, c'est pour ça qu'on peut les laver. Aujourd'hui, il a mis en place une petite filière de recyclage reposant sur une association, les Coiffeurs Justes. En fait, l'idée de Coiffeurs Justes, c'est on peut aussi dépolluer en cas de grave accident, mais aussi l'idée c'est de dépolluer de manière récurrente toutes les petites pollutions. C'est dans cette petite structure de réinsertion que l'on confectionne des boudins dépolluants. On remplit des bas en nylon avec les cheveux récoltés. Les boudins sont actuellement testés dans le port de Cavalère sur la côte d'Azur. Le maire de la commune est très enthousiaste.
On est bon là, de toute façon on a l'histoire des bouchons. Ouais. Moi, je vois que on va les resserrer. À terme, l'idée serait de faire le tour du port, puisque les eaux de ruissellement, quand il pleut, viennent tomber dans le port. Elles viennent laver les sols et récupèrent encore vraisemblablement, et on en est sûr, des hydrocarbures. Donc l'idée c'est de faire l'ensemble du port et puis surtout aussi de convaincre d'autres ports que c'est utile. Plusieurs ports fluviaux et maritimes ont déjà fait part de leur intérêt pour ce système de dépollution écologique et solidaire. Et c'est ce qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision de la famille.